Donc Jérôme va nous parler, d'intelligence collective, mais a priori, il serait capable de nous démontrer en quoi l'intelligence collective génère de la performance. Donc le défi aujourd'hui, c'est qu'il arrive à vous convaincre que l'intelligence collective peut créer des KPIs, comme dit Eric, des indicateurs de performance dans des domaines aussi basiques que la vente, par exemple. Voilà. Donc après, vous pourrez le matraquer de questions pour savoir s'il nous ment ou pas. Je sais pas de Zapet, donc en fait, j'ai Zapet là-bas qui va m'aider, c'est Alice. Tu peux continuer. En fait, je suis facilitateur maintenant. J'ai vraiment été passionné par la thématique de l'innovation. En fait, ça m'interpellait, c'est qu'est-ce qui nous amène en fait à innover et qu'est-ce qui fait tourner la machine? Parce qu'on parle beaucoup de technologie, mais qu'est-ce qui nous amène, nous, en tant qu'individus, à innover? Ça peut être des choses toutes simples, comme vous voyez, réaménager les salles, ça change, en tout cas pour moi, ça change tout de suite le dynamisme ou le travail du groupe. Alors, avant d'être facilitateur et coach, j'ai travaillé dans l'industrie pendant plus de 20 ans. Je suis ingénieur biochimiste, et en fait, ce qui m'animait, c'était qu'est-ce que je peux faire moi tous les jours en tant que responsable, en tant que cadre, pour faire des réunions vivantes qui mettent les gens encore plus vivants au service du vivant, puisque je travaillais dans la biotechno, donc c'était ça. Ça m'a toujours guidé et ça me guide encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant quand je travaille et quand je produis quelque chose? Ça m'a vraiment interpellé. Si tu peux avancer. Donc voilà, ce qui m'anime, c'est ça. Et en fait, c'est chacun qui décide de ce qu'il fait. C'est je décide, moi, en tant que manager, d'amener une posture pour rendre, en tout cas, créer des situations pour se sentir vivant. Ce que j'ai démontré, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans mobilisation d'intelligence collective. En fait, ce mot-là, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout avant de découvrir un livre que j'ai eu entre les mains, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu la chance d'avoir en charge un projet qu'on peut appeler innovant, même une innovation architecturale, c'est-à-dire un produit qui existe sur le marché, mais la manière dont on accédait à la matière première, qu'on l'a transformé et qu'on distribuait ce produit était différent. Et ce qui m'interpellait, c'était l'innovation crée de la valeur, donc nos clients étaient contents. L'innovation crée de la valeur parce que financièrement, ça nous ramenait de l'argent. C'était une réussite technologique, mais ce que j'observais, c'est que toutes les personnes qui avaient participé à ce projet disaient « Waouh, c'était vraiment, c'est éclaté quoi !» Donc il y avait quelque chose de complémentaire, et ça m'a interpellé. J'ai dit « Je veux comprendre qu'est-ce qu'on a fait de particulier qui amène cet état où on crée de la valeur, on crée de la performance d'entreprise économique et technique, mais surtout, les gens qui participent font « Waouh !» Donc, j'ai été apprendre mes études, j'ai été faire un master en innovation, et durant ce parcours, on se doit de faire une étude approfondie, et j'ai pris ça comme thématique. J'ai pris ce projet comme thématique. J'ai eu entre les mains, alors j'ai bouffé de la littérature à fond les ballons pour travailler sur ce sujet, et j'ai eu entre les mains un bouquin qui m'a interpellé, celui d'Olivier Zara sur l'entreprise intelligente. Et quand j'ai regardé le contenu, j'ai dit c'est marrant, je retrouve un peu ce qu'on fait intuitivement dedans. Donc j'ai fouillé ce sujet et je me suis penché sur intelligence collective. Ça veut dire quoi? Ça concerne quoi? Ça concerne qui? C'est quoi les modes opératoires, etc. Donc là-dessus, si tu peux avancer, même encore un peu plus loin, je vais avancer un petit peu plus vite. Voilà, comment on crée l'innovation. Donc le présupposé, c'est une étude de terrain où j'ai démontré que c'était bien un projet innovant, ça avait créé de la valeur,
Et donc j'avais un questionnement, c'est qu'est-ce qui articule tout ça? Comment ça fonctionne derrière? Donc j'ai déjà essayé de fouiller dans la littérature comment on définissait l'intelligence collective. C'est des thématiques qui sont très subjectives, comme ce matin, donc c'était rigolo quand on a parlé d'analyse sémantique, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Ça veut dire quoi? Parce que c'est difficile à quantifier. Donc j'ai été regarder dans la littérature comment et par quoi c'était caractérisé. Et quand on travaille sur le sujet, moi j'ai dit, bon très bien, pour innover, mon hypothèse de départ est créer de la valeur et créer de la performance économique et humaine. Il y avait 4 grands engrenages. Pour moi, c'était cette capacité à développer l'intelligence collective, cette capacité à créer de la connaissance technique et à gérer cette connaissance technique dans l'entreprise, utiliser les outils, parce qu'en fait, ça accélère le processus. Et il y avait une particularité, parce que la boîte où je travaillais, il y avait des très gros concurrents en face de nous. Ça faisait 20 ans qu'on existait, donc je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait de spécifique qui fait qu'on est toujours présent? Et il y avait une forme de capacité de changement, d'agilité, d'adaptation dans la société où je travaillais. C'est-à-dire, on apprenait des choses, on testait des choses, ça marchait super bien, mais à chaque fois qu'on retravaillait sur un sujet, on ne redisait pas, il faut absolument utiliser ça. On se reposait la question, c'est est-ce que c'est toujours adapté ou est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur et qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau encore pour avancer? Donc il y a une forme de capacité de changement qui était présente. C'est pas très bien illustré là à cause des couleurs. Vous avez une espèce d'engrenage ici qui est apparent avec en haut, justement, des valeurs qui sont estimées. J'ai interrogé 40 collègues dans l'usine où j'étais, sur 200, pour avoir leur perception, comment ils évaluaient justement sur des échelles de valeurs, par exemple le niveau de confiance dans un projet, etc. Donc il y a des thématiques, ça se rapproche à l'analyse sémantique que j'ai intégrée. Mais moi, le présupposé, je lisais dans la littérature, intelligence collective, dans l'innovation, il y avait des tas d'enquêtes qui étaient faites, on envoyait les questionnaires en fait au directeur innovation ou au directeur de la boîte, et pour moi ça ne faisait pas très collectif. Donc j'ai changé le point de vue, j'ai dit je vais utiliser un outil et un questionnaire, mais je vais aller interroger les opérateurs sur le terrain, le middle management, et puis le niveau stratégique. Et en fonction des valeurs qui sont alignées, j'ai fait une analyse statistique, je me disais, si c'est aligné et similaire, là, je pourrais dire qu'il y a vraiment quelque chose de collectif dedans. Donc ça permettait de voir des situations particulières, donc c'était le cas. J'ai démontré en fait qu'il y avait cette notion d'intelligence collective dans nos modes de fonctionnement. Et ça a même été plus loin que ça. J'ai démontré que notre avantage compétitif spécifique, c'était de travailler avec cette pratique d'intelligence collective. Alors qu'en fait, de nous, il y avait beaucoup de ressources, etc. Et des fois, les collègues disaient « Ouais, mais nos concurrents, ils font ça. » Mais nous, on essayait d'imaginer des situations où on consomme mieux la matière que nous avons, où on crée mieux et où on prend son pied pour créer des choses, parce qu'on savait que derrière, la vie de la société et notre vie, elle est dépendante de ça. On va continuer. Avance encore un peu. Alors, moi, c'est rigolo, c'est que quand j'ai fait mon job d'évaluer ça, j'ai fait des propositions stratégiques à mon DG, et il y avait quelque chose qui m'embêtait, je n'arrivais pas à traduire comment ça se passait dans les équipes, qu'est-ce qui faisait que des fois ça n'avançait pas, et qu'est-ce que des fois on va capter cette sensation particulière comme on le fait dans le sport où ça surfe. Il y a quelque chose où on sent qu'on produit quelque chose, il y a ce plaisir du dépassement, on sent qu'il y a une espèce d'équilibre. Et l'image que j'ai prise, c'est le vélo. Pour moi, innover, créer de la performance, c'est comme faire du vélo. Cet état d'équilibre particulier d'adaptation en fonction du terrain. Donc j'ai modélisé, c'est une représentation, comment je vois l'innovation par rapport à ça et tout ce qu'il faut aligner pour arriver à créer de la performance.
Bon, ça c'était une chose. Donc évaluer à partir du système, j'ai mesuré et j'ai démontré qu'en effet, innover, en tout cas dans le périmètre où j'étais, c'était l'activation de l'intelligence collective qui faisait ça. Et qui créait de la valeur parce qu'au final, on avait gagné notre vie en faisant ça. On va avancer. Alors, une autre manière, pour moi, voilà, l'innovation, c'est comme une bicyclette, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, il faut toujours continuer à avancer. Alors, je vais vous présenter une autre situation en tant que cadre, en tant que responsable d'équipe que j'avais créée avec mes collègues amis. On faisait des réunions sensuelles. Alors, on a rigolé avec ça parce que c'était se reconnecter au sens avec une pratique particulière qui est apportée par Otto Scharmer, la théorie U, et se redonner des ailes à l'action. Donc, on avait détourné un peu la sensualité pour travailler et créer de la valeur. On va avancer. Les entretiens de performance. Vous savez, tous ces entretiens que vous êtes obligés de faire, parfois on dit « Ah là là, il faut que j'y aille, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ?» En fait, moi j'avais changé aussi la posture, c'est que sur 18 critères qui étaient proposés par le service RH, mes collègues techniciens, ingénieurs faisaient leur propre évaluation, moi également, ils m'évaluaient également. Et après, au-dessus de ça, j'ai demandé à mon directeur d'évaluer la performance de l'équipe. Donc il y avait toujours cette histoire de 3 niveaux. Comment au niveau opérationnel, comment en middle management ça fonctionnait, et comment mon directeur technique évaluait la performance de mon équipe, en fait, au sein de la structure de l'entreprise. Et donc, j'ai donné la main à mes collègues pour évaluer ça. Et on a eu un échange, en fait, là-dessus. Et dans cette évaluation de la performance d'équipe, eh ben, j'ai intégré, alors on va avancer 2 slides, des éléments qui touchent au bien-être. C'est-à-dire, je leur posais la question de est-ce que vous avez les ressources physiques pour travailler? Est-ce que déjà, quand vous arrivez le matin, vous êtes plutôt comme ça, vous êtes plutôt waouh, ou parfois trop comme ça? Est-ce que vous avez les ressources émotionnelles pour travailler? C'est-à-dire dans quel état d'esprit vous arrivez? Tu peux encore avancer, Alex? Je crois que c'est après. Voilà. C'est repéré ici. Donc, là, les valeurs que vous avez, en fait, c'est la moyenne de notre équipe. Donc, grosso modo, est-ce que vous avez les ressources matérielles? Parce que si on n'a pas de matos pour travailler, ça crée un stress, en fait. Travailler avec de moins en moins de matos, à un moment donné, il y a une espèce d'équilibre qui tend vers le déséquilibre. Est-ce que vous avez la ressource physique? Est-ce que vous avez la ressource intellectuelle? Et parfois, les ressources sont reliées, c'est-à-dire que si vous arrivez fatigué, se concentrer sur quelque chose de particulier qui demande de la concentration, mais ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux créer comme situation pour favoriser ça? Est-ce que la ressource relationnelle, c'est-à-dire les interactions entre les individus, est bonne? Parce que moi, donc c'est un moyen d'évaluer ça. Et puis après, c'est est-ce que ce qu'on fait a un sens? C'est-à-dire, je viens le matin, je fais quelque chose, et ça nourrit mes valeurs, et ça répond à mon sens de vie et mon sens de contribution. Donc quand vous regardez, globalement, c'était évalué, on avait des valeurs qui allaient de 6 au niveau physique. Donc ça, c'était au mois de juin, je me souviens très bien, quand on avait fait la réunion, donc quand on a une espèce de coup de bourre avant de partir en vacances. Et puis au niveau relationnel, etc., ça marchait bien. Donc oui, il est possible. Je pense que chaque individu, quand il est responsable d'une équipe, a la possibilité de mettre des micros, comment dire, pas KPI, mais éléments comme ça pour évaluer très très vite. Voilà, c'était la notion de baromètre social. C'est possible de le faire, mais ça dépend. Ça dépend de nous, quoi. De dire, tiens, on va regarder, alors comment vous vous sentez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça marche bien ou pas, voire même parfois soutenir quand il y a une situation délicate. Et ça renforce la confiance et la cohésion, et ça permet de répondre à des questions complexes. Questions complexes, ça veut dire qu'on n'est pas sûr du résultat. C'est-à-dire que quand on nourrit la confiance, un groupe est capable de prendre du risque, de prendre des risques, et donc de tester des choses qu'on ne connaissait pas avant. Je vais continuer. Alors, quel bénéfice pour l'organisation?
Je vous invite, je vous ai mis 2 références qui m'ont vachement inspiré, qui viennent plutôt du Canada. Là-bas, ils sont assez portés sur le travail. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Canada. Il y a une méta-analyse qui regroupe 225 études, que je vous ai mis, et qui évalue l'impact du bien-être sur la performance. Je vais vous donner les chiffres. C'est discutable. Moi aussi, la première question, mais comment ils ont mesuré ça, etc. Donc je vous invite à aller fouiller un peu ces 2 documents et l'étude Towers et Watson qui recherche quelle est l'incidence pour les actionnaires. Donc grosso modo, on va dérouler. Qu'est-ce que ça génère? 3 fois plus de créativité. Quand on met le bien-être des équipes et des conditions opératoires en objectif, comme un objectif prépondérant, ça génère 3 fois plus de créativité. Ça amène, selon les 2 études, tu peux continuer, une productivité qui est supérieure de 31%. Donc c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on fait plus avec moins en étant mieux. C'est interpellant. Moi, ça m'a toujours interpellé. Et des ventes supérieures de 37%. C'est dans un design un peu particulier, du moins dans des métiers un peu particuliers, le périmètre de l'étude, mais ça donne quand même un peu un impact de l'incidence que ça a. L'autre point, c'est que ça apporte une valeur pour les actionnaires complémentaire de 28%. Alors, mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre cet objectif de bien-être et d'une autre manière pour travailler, pour créer de la valeur? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Pour moi, en fait, c'est une histoire de posture, de décision. Qu'est-ce que je décide de suivre comme chemin pour travailler autrement? C'est d'abord une question individuelle. Alors c'était rigolo tout à l'heure dans l'introduction quand tu parlais, est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est collectif? C'est quoi la priorité? Alors moi, dans la symbolique du vélo, le pédalier, c'est ce changement individuel que j'observais quand je change quelque chose dans ma posture, dans ma manière de travailler, ça a une incidence dans le collectif. Donc les 2 pédales sont apparemment distribuées, elles sont sur la même ligne. Quand je change quelque chose dans mon intérieur, dans ma manière de faire, ça a une incidence dans le collectif. Et quand le collectif change sa manière de faire, ça amène un changement dans la dimension personnelle. Donc pour moi, c'est quelque chose qui fait ça tout le temps. C'est on avance quand il y a quelque chose qui se passe au niveau intérieur. Et j'observais ça en fait dans mes équipes rapprochées ou dans les équipes élargies quand je travaillais en mode projet. Donc voilà, je pense qu'il faut être différent. La première chose, c'est d'être différent soi-même. L'autre chose, en tout cas pour moi, c'est de mettre cette notion de bien-être et ces manières de travailler en intelligence collective comme un objectif et pas uniquement la performance. Parce que la performance, parfois, quand on met ça et qu'il y a une pression sur la performance, ça devient contre-performant. Donc il faut vraiment, c'est une limite qui est difficile à ajuster, parce que des fois, suivant l'état dans lequel on arrive, quelque chose qui était acceptable hier ne l'est pas aujourd'hui. Donc pour moi, c'est comme faire du vélo. C'est vraiment quelque chose qui est adaptatif à chaque instant. Et ça demande à changer, en tout cas, nos modes de fonctionnement. Tu peux avancer derrière, encore une fois. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a... J'ai lu un bouquin qui m'a interpellé, qui est Jérôme Barran, sur l'agilité, et il parle d'une thématique qui a résonné en moi. En fait, dans le monde du travail, avant, on cherchait à être efficace, c'est-à-dire qu'on regardait comment il fallait faire pour opérer et réussir à faire ce micro, par exemple. Mais le monde industriel nous a emmenés vers la performance ou l'optimisation, c'est-à-dire comment je deviens efficient. C'est qu'est-ce que je mobilise comme un minimum de ressources matérielles, humaines, économiques pour arriver à faire ce micro. Donc c'est le rendement de l'efficacité. Mais ce que j'observe maintenant, c'est l'efficience. L'efficience, c'est quand on met le sens du travail, à quoi ça sert et pourquoi je me sens vivant pour travailler,
en fait, on est nettement plus efficient. Je vous invite vraiment à aller lire son bouquin. Il explique bien en fait cette déclinaison de je suis efficace, j'arrive à atteindre un objectif, je suis efficient parce que j'ai réussi à le faire en économisant, et maintenant je le fais vraiment encore plus comme ça parce que c'est un sens profond. Je vais toucher l'efficience. Je crois que c'est l'agilité en entreprise, c'est Jérôme Barrand, B-A-2-R-A-N-D. Voilà pour moi, en tout cas, pour ma représentation de cette innovation et cette capacité à mesurer l'incidence, en tout cas, sur des facteurs économiques. Je suis à vous.